Euh, Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Arsenal, le podcast. Comme d'habitude, je suis avec Alex. Alex, bonsoir. Bonsoir. Écoute, on a passé une plutôt belle journée samedi et un plutôt bon week-end si tu inclus aussi dimanche. Et un plutôt bon week-end si t'inclus lundi, comme je suis en vacances. Ah, pardon. Tout le monde Enfin, je parlais par rapport à Arsenal, mais... Ah ouais, c'est vrai, pardon. J'étais pas... Après, si toi, tu as passé un bon week-end dans ta vie perso, tant mieux. Et d'ailleurs, si tu veux parler de inclure la Première Ligue dans ton lundi, Brentford vient de battre West Ham 2-0. Parce qu'il faut dire qu'on enregistre cet épisode tard le lundi. Donc voilà. Tu sais, on a au moins eu la rigueur d'attendre la fin du week-end de Première Ligue, le dernier match qui s'est joué pour enregistrer. Donc, voilà. Voilà. En fait, il faut que... Là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été très professionnel et très rigoureux. C'est que Voilà. on aurait pu faire le podcast juste après le match, bien sûr. Mais on s'est dit, bon, il faut être patient. Et dans la vie, ce qui vient aux gens patients, c'est les bonnes choses. Et les bonnes choses, c'est Liverpool qui perd pour un quatrième match d'affilée, Tottenham qui perd. Voilà, on a eu un bon petit week-end et on a bien fait d'attendre parce que maintenant on peut parler de ça. Et pourquoi on l'a pas fait dimanche soir ? On aurait pu le faire dimanche soir, mais on s'est dit, il faut quand même attendre Brentford-West Ham parce qu'il faut attendre que tous les matchs aient été joués. Et surtout Brentford-West Ham, c'est vraiment un match intéressant. On s'intéresse énormément aux résultats, quoi. On a envie de savoir qui va gagner entre Brentford et West Ham. C'est deux équipes extraordinaires. Et là, on le sait. C'est qui a gagné déjà ? Bon, bah voilà, hein. On s'en fout. En tout cas, on voit que West Ham United, avec ou sans Nuno Espirito, avec ou sans Graham Potter, c'est quand même la même chose. Défaite à domicile, 2-0 contre Brentford, but de Igor Thiago et de Mathias Jensen. Alors, voilà, on ne va pas s'étendre sur ça parce qu'on est là pour parler de Fulham 0-1 Arsenal, qui s'est déroulé donc samedi, comme on le disait, samedi à 18h30, et qui a été suivi de cette magnifique défaite de Liverpool à Anfield, qui perdait contre United à Anfield pour la première fois depuis janvier 2016, donc bientôt 10 ans. Et il a fallu que ça tombe ce week-end-là. Nous, ça nous a bien arrangé. Alors, on en parlera un petit peu à la fin de l'émission parce que j'ai quand même une section sur, vite fait, comment on visualise la Ligue en l'état actuel, si on a le temps d'y arriver. Sinon, on aura en tout cas le temps d'en parler pendant les 3 prochains matchs de Première Ligue qui vont arriver. Mais par contre, si Manchester City ont gagné 2-0 contre Everton avec 2 buts de Haaland, ce qui est plutôt inquiétant. Donc, par rapport à Arsenal, écoute, nous, on était plutôt confiants pour ce match. Après, j'avais oublié un truc, c'est que quand même, quand tes joueurs ils reviennent de la pause internationale, surtout quand tu as plein de joueurs qui partent comme ça, que tu as un match à l'extérieur contre une équipe qui est physique, qui développe un peu son mid-block défensif, comme on sait que c'est un peu la kryptonite, le point faible d'Arsenal. Quand j'ai vu le match, quand le match a commencé, que j'ai vu les 15 premières minutes et que je voyais les joueurs d'Arsenal fatigués, qui n'étaient pas forcément là dans les duels, quand je voyais la tactique du mid-block de Fulham, comme je disais, que j'ai commencé un peu à avoir des flashbacks des saisons précédentes, un mauvais pressentiment. Voilà, à l'extérieur, en retour de pause internationale, c'est pas agréable en fait. Et c'était pas agréable pour eux. Ils ont mis 20 minutes à entrer dedans, alors 20 minutes sans encaisser, donc ça va. J'ai une petite section sur la défense un peu après, mais en tout cas, ce que je peux mentionner tout de suite, c'est que ça fait 2 matchs d'affilée qu'Arsenal neutralise l'adversaire au point que l'adversaire n'a même pas un tir cadré. Donc ça fait deux matchs de Première Ligue sans avoir concédé un tir cadré. Par contre, je trouve que dans ces 20 premières minutes, ils ont eu plusieurs tirs Fulham, ils étaient un peu dangereux et ça m'a fait un peu stresser. Donc en effet, ils n'ont pas de tir cadré et la stat est incroyable, mais en regardant le match, c'était moins unilatéral que ça. La domination d'Arsenal est arrivée après. On a fini par marquer en deuxième mi-temps grâce à un corner. Alors cette fois, la tête de Gabriel Magalhaes n'est pas allée directement dans le but, mais elle a été déviée vers Trossard qui a pu marquer du genou. Et voilà, Trossard au rendez-vous. Mais encore une fois, notre flow offensif n'a pas réussi à marquer. En tout cas, il a réussi à obtenir des coups de pied arrêtés, dont ce corner qui a mené au but. Je trouve qu'il y a eu plusieurs bonnes performances, mais encore une fois, c'est un corner qui a débloqué le match. Et notre défense a fait le travail pour solidifier tout ça. Encore une fois, bravo pour le management du match, parce qu'on arrive à ensuite, même une fois qu'on a mis le 1-0, à faire que les
les débats ne soient pas trop stressants. Mais voilà, encore une fois, un but sur corner. Ça fait quand même 37 corners dans la Première Ligue depuis le début de la saison dernière. Non, depuis le début de la saison 23-24. Donc c'est quand même, ça fait 16 corners de plus que le deuxième sur cette liste. Donc voilà. Attention, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'aime bien qu'on débloque tous ces matchs sur corner, qu'on soit premier de la Ligue avec 3 points d'avance. Mais on se rappelle quand même que l'année dernière, à un moment, ça s'est arrêté. On marquait plus sur corner. Et là, on a vraiment décroché. Ouais, pour l'instant, c'est bien qu'on marque sur corner. Mais effectivement, est-ce qu'on dépend vraiment un peu trop de ça? Encore une fois, je sais pas, hein, toutes les grandes équipes ont besoin de corner ou de coups de pied arrêtés ou de petits buts dans les matchs serrés. Ça arrive à toutes les équipes, les matchs serrés. Mais est-ce qu'on a eu besoin de corner pour Nottingham Forest et pour Leeds? Peut-être, je me rappelle plus. Non, mais c'est pas ça, c'est en fait la vraie question, elle est est-ce qu'on est assez bon pour est-ce que en fait comme on disait, est-ce que Arteta sait vraiment coacher une attaque? Non, mais j'en ai marre de ce débat. Sauf qu'à chaque fois on pose la question et j'attends juste. On est premier, je suis trop content et franchement réussir à sortir cette victoire en allant à l'extérieur, en vrai, il y a que du positif. C'est parce qu'il faut quand même qu'on aborde des sujets. On a du mal à se créer des vraies grosses occasions quand même. Non, moi je t'avoue que quand je regardais le match et que je voyais que c'était toujours 0-0 jusqu'à la 58e, enfin, tu vois, au fur et à mesure du match, j'étais en train de me dire, bon, on joue pas trop mal, c'était un peu dangereux au début, mais après on a repris, on dominait, mais c'est vrai que j'étais un peu en train de me dire, bon, là je commence quand même à m'inquiéter. Bon, après c'est parce que c'est normal, c'est notre équipe, on a envie de gagner, on est à l'extérieur contre Fulham, ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris de points, enfin qu'on n'avait pas gagné à Fulham en tout cas. Bah forcément tu t'inquiètes et quand tu arrives tu passes la 50, t'es dans deuxième mi-temps déjà, bon c'est pas top mais ça va et après 50e 55, bon après Trossard qui met le but, là t'es un peu rassuré et après on a juste géré le match, on n'a pas réussi à mettre plus mais il n'y avait pas vraiment besoin. Mais après bon, il faut dire une chose, c'est que Fulham comme la dernière fois ils l'ont pas fait exprès parce que c'est nous qui les avons fait jouer comme ça, mais ils jouent à 11 ils sont à 11 derrière le ballon. Et ça, peu importe que ce soit Fulham ou... Déjà, Fulham, ils sont forts. Mais même si c'était pas Fulham, même si c'était Burnley ou une autre équipe, on l'a vu, une équipe de 3ème division, ou je sais plus, Port Vale, c'est 3ème division, je crois, League 2. Ils se mettent à 11 derrière, c'est extrêmement difficile de marquer. On l'a vu, on a mis 2-0 avec le deuxième but à la fin, quoi, contre Port Vale. Donc c'est ça aussi, il faut prendre ça en compte. C'est pareil pour tout le monde. Après... mais là, tu cites un autre exemple d'Arsenal. Donc, oui, c'est peut-être le même problème. Est-ce qu'on ne devrait pas dispatcher Port Vale 3-0 à la mi-temps? Pour l'instant, on ne peut pas savoir en fait s'il faut s'inquiéter ou pas. Mais effectivement, si tout d'un coup, on n'arrive plus à marquer sur corner comme on le faisait, comme on le fait, est-ce que là, tout d'un coup, on va avoir des 0-0, des matchs nuls comme on a eu la saison dernière, des défaites, ce qui arrive la saison dernière. Mais la différence avec la saison dernière, c'est que on a l'opportunité de changer le cours du match avec des remplacements. Là, on n'en a pas eu besoin parce on gagnait 1-0. Enfin, il a pu faire des remplacements un peu plus défensifs ou un peu, voilà, pour changer, pour manager le match. Mais là, tu vois, si ça se trouve, si on était à la 75e, 70e, 80e, je sais pas, toujours à 0-0, il aurait pu faire entrer changer un peu les choses, tu vois, faire entrer un Martinelli, faire entrer un Nwaneri, etc. Il a pas eu besoin de le faire. Là, c'est la différence avec la saison dernière. Et puis après, moi je me rappelle de beaucoup de matchs de Liverpool, mais bon, surtout de Manchester City à l'époque, où c'était très serré, c'était 0-0 après je sais pas combien de minutes. Et parfois ils débloquaient la situation avec un petit but comme ça. Je me rappelle d'un match en 2008-2009, où c'était très serré avec Liverpool. C'était 0-0 et tout d'un coup tu as Vincent Kompany qui met un tir de loin en pleine lucarne et c'était 1-0. Et voilà. Et ils ont gagné le match comme ça. Et je me rappelle qu'ils ont gagné le championnat à 1 point cette saison-là. Donc, je veux dire, il faut aussi voir ça. Mais effectivement, oui, c'est sûr que moi, je préférais qu'on arrive et qu'on soit vachement plus convaincant et qu'on mette 2-0, 3-0. Et voilà. Mais il faut pas oublier qu'on a encore on a des joueurs qui peuvent encore
on va en parler plus tard, mais on a des joueurs qui sont pas encore au top et qui peuvent encore nous sortir de meilleures performances. Je donne juste vite fait l'exemple de Gyökeres. Pour moi, il a encore beaucoup plus à donner. Eze aussi. Et Saka. Parce que Saka, il est bon, mais il n'a pas encore tout donné cette saison. Donc voilà, on a encore des joueurs qui doivent un peu se révéler dans cette saison. Et ça, c'est encourageant parce que si je regarde, on a beaucoup de joueurs, on est bon, on fait des bonnes performances, mais on a plein de joueurs offensifs qui n'ont pas encore vraiment explosé. Et après, c'est de ça qu'on aura besoin surtout. Donc, La question, elle est peut-être pas, du coup, est-ce que Arteta sait coacher une équipe? La question, elle est peut-être juste, est-ce qu'on a les game changers devant? Est-ce qu'on a le Salah de l'année dernière? Est-ce qu'on a le Haaland de cette saison? Non. Est-ce que, du coup, on compense avec un management de toutes les... Enfin, il a tellement pensé à tout Arteta que tu as l'impression que la plateforme, en effet, peut-être est là. Alors, est-ce que dans quelle mesure c'est... on n'a pas encore très bien développé le système tactique en attaque, ou dans quelle mesure tout est bien développé, mais il manque juste les game changers. Il manque les mecs qui, au lieu d'obtenir un corner, vont la mettre dans le top corner. Alors là, ça c'était bien nul. Alors là, bon voilà. En tout cas, c'est une trend. De toute façon, c'est une tendance que je vois cette année. Oui, c'est une tendance. C'est une trend. Mais il y a une tendance de... Non, c'est pas une tendance, c'est une trend en anglais. C'est une trend Alexander-Arnold. Mais là, vraiment, je pense que là, on tombe bien. On peut pas faire deux blagues de merde en moins de 20 secondes. Bah si, il faut en profiter. Ouais, mais je pouvais pas la faire. Ouais, mais je pouvais pas la faire à un autre moment parce que tu as dit trend maintenant. Si tu as dit trend plus tard, j'aurais fait plus tard. Et attendre une prochaine opportunité. Non, parce que sinon ça tombe à l'eau. C'est encore pire. En tout cas, il y a eu plus de coups de pied, de buts sur coups de pied arrêtés cette saison. J'ai l'impression qu'il y a plus de clubs qui s'y mettent. Peut-être qu'il y a moins un rapport snob par rapport à ça de la part des grandes équipes, comme les autres équipes se mettent aussi aux touches longues, et nous aussi. Les touches longues qui me rappellent un peu le match contre le PSG où Partey arrêtez pas de faire des touches longues dans le match retour. Là, maintenant, on en fait tout le temps avec Calafiori sur notre gauche. Il y a beaucoup d'autres clubs qui le font aussi. Il y a plus de clubs qui maintenant ont leur coach de coups de pied arrêtés, set piece coach, comme nous, on a Nicolas Jover. Donc peut-être que c'est juste Arsenal était un peu avant-gardiste et que tout le monde va s'y mettre et que maintenant on va avoir un foot qui, puisqu'il est si formaté sur les petits détails, ils vont tous penser aussi au coup de pied arrêté. Voilà, il y a quelque chose dans notre système aussi qui doit faire ça. On a des ailiers assez explosifs qu'on utilise beaucoup et contre des équipes qui défendent en low block. Donc on va en avoir des corners. Donc autant capitaliser sur ça. Je veux bien, ça je suis d'accord. Et en plus, ça devient comme on disait de Gabriel la dernière fois, c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice. Plus Arsenal marque sur corner, plus quand il y a un corner dans le prochain match, l'équipe adverse va commencer à stresser et l'équipe d'Arsenal va y croire. Et si tu dis qu'ils obtiennent 10 corners, à un moment, ils vont avoir un but. Voilà, bon. Après, je trouve que Saka, en effet, comme tu dis, c'était pas encore révélé totalement. Par contre, ce match, il était incroyable. Et c'est là où j'ai vu ce que c'est qu'un joueur comme ça qui décide, peut-être que tout le monde est un peu fatigué, vous n'êtes pas tous au rendez-vous, etc. Mais moi, je vais vous montrer l'exemple. Il était incroyable. Lui décide de... Ok, là, j'ai enchaîné 3-4 matchs en revenant de blessure. Là, maintenant, je suis chaud. J'explose. Et souvent, comme il fait partie de nos meilleurs joueurs et qui nous a habitués à des performances incroyables, un peu comme Saliba, par exemple, on oublie de rappeler à quel point ils sont bons. On va parler un peu des autres sujets, des autres joueurs. Et là, il avait le nombre de passes où il a lancé Gyökeres à l'entrée de la surface sur le côté. Là. Le nombre de passes qu'il a eu, ou pour Calafiori, à un moment, franchement, dans un jour où Gyökeres et Calafiori finissent ces occasions-là, Saka, il a 1-2 passes décisives. Tu vois. Et s'il continue comme ça, sans se blesser, moi, je pense qu'il va vraiment nous sortir une saison incroyable. Et peut-être que ce sera le game changer dont je parlais juste avant, qui nous fera gagner la Ligue. Justement, c'est pour ça que je parlais de lui à un moment, c'est que c'est vrai, il revenait de blessure, donc on sentait que c'était pas vraiment encore le Saka qu'on connaissait, même si ça reste toujours Saka, il est toujours efficace et tout, c'est toujours un grand joueur, mais c'est vrai que là, c'est le premier match de la saison où on sentait que, moi j'ai senti qu'on retrouvait le Saka d'avant en fait, ça y est, qui commençait à... Mais je trouve encore meilleur. Parce qu'il battait même en 1 contre 1 ses défenseurs tout le temps. Alors que souvent, il bute un peu dessus où il revient. Là, il était... non, moi, il est devenu bon dribbleur maintenant en plus.
Il a toujours été bon dribbleur, mais faut pas oublier que en fait, j'ai l'impression qu'il y a une époque où il pouvait plus s'exprimer quand il était plus jeune, parce qu'ils n'avaient pas encore les défenseurs adverses, les équipes adverses, n'étaient pas encore totalement habitués à son jeu. Et il y a eu toute une période. Et parce qu'aussi, on passe moins, je pense, comment dire. Je pense que Gyökeres doit monopoliser un peu la défense adverse. C'est ça. Et il y a aussi, c'est un peu différent notre façon de jouer. On passe moins par le côté droit, comme on faisait avec Odegaard et Saka. Et avant, si tu regardes, c'était devenu un peu prévisible. On passait par Saka, Odegaard, c'était toujours à droite. Et donc, en fait, les équipes se disaient, on va bloquer là. Et on va laisser. Et tu avais Havertz et tout. Je sais pas une critique, mais tu avais Havertz qui jouait. Il faisait pas les appels comme Gyökeres, même s'il est très bon aussi, mais c'était totalement différent sa façon de jouer. Il jouait plus dans l'entrejeu et tout. Et il laissait totalement le côté gauche libre. Enfin, libre, non, mais il mettait un mec à gauche et il mettait 3 mecs à droite. J'exagère, c'est pas du tout ça, mais juste. En gros, c'était ça, quoi. Il bloquait totalement parce qu'il disait que c'était ça la menace. Ouais, comme on manquait de lancer, ça permettait au milieu adverse de redescendre vers Saka et de doubler, etc. Alors que si tu joues plus direct et que tu as Gyökeres qui fait ses appels, tout d'un coup, ils n'ont plus le temps de se restructurer. Ouais. Et quand tu as des joueurs comme Zubimendi qui peuvent jouer un petit peu plus rapidement, c'est pas une critique de Partey, parce qu'on jouait très bien avec Partey, mais... Et je pense que si c'est Arteta qui a décidé aussi de jouer un peu plus rapidement qu'avant, en tout cas en transition. Donc tout ça, et surtout, il a aussi pris en maturité, il a pris en expérience, et puis il arrive aux meilleures années de sa carrière. Donc là, il a 24, je crois qu'il vient d'avoir 24. Disons qu'un joueur, il atteint son, on va dire, son, comment dire, en anglais, son peak, son prime, il l'atteint à peu près vers, enfin ça dépend des joueurs bien sûr, mais disons qu'entre 25 et 30 quoi. 25, 28. Donc là, il y arrive. Et donc, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que cette saison, si on veut gagner, si on veut avoir un trophée, on a besoin que... C'est pas qu'il a besoin de faire sa Saka pour qu'on gagne, mais à un moment, il faut qu'on ait un joueur comme un Salah, etc. Un joueur qui soit un peu la différence dans certains matchs. Et qui arrive avec 20 buts et assists dans la saison, quoi. Et voilà, si on veut le titre, à un moment, il faudra que... Je pense que celui qui est le plus à même de le faire, c'est Saka. Et après, le reste, on n'a pas besoin d'un Haaland, on n'a pas besoin tu vois, c'est pas grave. Si on a un joueur comme ça, un joueur comme un Saka, qui est vraiment le MVP, le meilleur joueur, qui peut faire la différence, comme on avait à l'époque avec un Henry, etc., ou je sais pas, ou pour donner l'exemple de Van Persie, ou même si on n'avait pas gagné les titres, mais on n'était pas terrible la saison où Van Persie avait mis plein de buts, mais comme on avait Van Persie, on savait qu'il était là pour débloquer les situations. Et en fait, il nous faut un joueur comme ça, et pour moi, ça doit être Saka. Si on gagne le titre, ce sera Saka qui sera comme ça. Et donc c'est encourageant de le voir jouer comme ça. Maintenant, je touche du bois, j'espère qu'il va pas se blesser et que tout va aller bien, mais c'est encourageant. Et ça faisait plaisir aussi pour le spectacle. Faut pas oublier qu'on regarde le match pour ça aussi, pour voir ça. Mais ouais, c'est un joueur qui part, qui crée des moments, qui va trouver des moments pour débloquer le match, soit par un but, soit en faisant la différence par une passe décisive ou vraiment un truc complètement inattendu qui décide, genre c'est moi qui vais marquer le match de mon geste de fou, et c'est exactement ce qu'il nous faudra dans la suite. On peut parler de Gyökeres puisqu'on vient de le mentionner. C'est bizarre Gyökeres parce que en même temps j'ai l'impression de voir mon gros cousin qui s'est retrouvé en première ligue, je sais pas comment. Quand il fait quelques touchés de balle, à un moment il a fait une sorte de petite talonnade de l'extérieur vers Trossard, mais tu as l'impression que le mec il était en train de se tordre les adducteurs, en train de faire sa truc. Après il a repris sa course, ou alors c'est un robot, je sais pas, c'est un peu comme le robot cyborg de Haaland mais version un peu ratée. Et pourtant c'est un peu comme le robot, pour revenir sur Dragon Ball Z, ça me fait penser à C17, C18. Non, attends, il y avait une blague sur Instagram, c'était que c'était
C'est 16. C'est qui c'est 16? Heureusement qu'on fait un podcast sur Dragon Ball Z, c'est bien. Non, mais attends, c'est pas de ma faute. Il y a plein d'analogies. L'autre fois, tu dis un tronc d'arbre, Trunks. Là, un cyborg, bah, je suis désolé, mais un cyborg, c'est Dragon Ball Z. C'est de ta faute. C'est 16. Attends, c'est 16, c'est qui? Dans Dragon Ball Z, il y a 4 cyborgs. Désolé, je fais une digression, mais c'est important de le faire. Il y a 4 cyborgs. Donc, il y a C17, C18. Ça, c'est les deux, les terribles, là. Moi, j'aime bien C17. J'aime bien quand il part en bagnole. Explorer le monde comme ça. C'est 18 qui sort avec Krillin, bien sûr. Et avant, il y en a 2. Ah oui, il y en a un, c'est un espèce de gros point. Je crois que c'est C16 ou... C'est quoi, attends? C16 ou C15? C'est les 2 d'avant, là. Il y en a un qui a les cheveux longs, vieux, et il y a l'autre qui est un peu balèze, mais qui est bête. Ça doit être ça, c'est C16. Voilà, C16. Moi, C16, je vois c'est un roux avec une crête. Et des... et alors une non, carapace alors c'est l'autre. verte et noire. Alors, c'est C15, alors. C15, je tombe sur une Citroën C15 utilitaire. Attends, mais je sais plus, moi. Ça fait longtemps que j'ai pas lu. Attends, ça va faire C15 Dragon Ball, alors. C15. En gros, il y a une blague sur... je sais qu'il tourne, c'est que c'est un cyborg. C'est que c'est C16. Donc voilà, en gros, c'est le cyborg dans Dragon Ball Z qui est un peu bête, quoi. Voilà, en fait, je sais pas. Il y avait une digression, mais il n'y avait pas vraiment de chute. Mais voilà. Il n'y avait pas d'analyse, tu veux dire. Ça fait toujours plaisir de parler de Dragon Ball Z. Non, mais oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'il a ce côté touché de balle, mais pourri. Enfin, tu te dis, mais il devrait jouer en Championship. Ça me fait penser aux ces attaquants qui montaient en Première Ligue à l'époque. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent de Lambert. C'était Paul Lambert? Non, c'était un mec en 2014. Il jouait à Southampton. Il avait joué pour l'Angleterre. Christophe Lambert? Non, c'était Paul Lambert ou un truc. Lambert, un truc comme ça. Il jouait pour Southampton. Et il était. C'était Ricky Lambert. Bon, c'est un peu méchant de le comparer à Ricky Lambert parce que Ricky Lambert, c'était vraiment. C'est le joueur, bon de la tête, costaud, mais vraiment pas rapide. Même pas un si bon finish, je pense. T'as l'impression qu'il sort du pub avant de courir sur le terrain, quoi. Mais il y avait ces joueurs, je me rappelle quand je regardais à l'époque, en 2008-2009, t'avais ces espèces d'attaquants qui étaient parfois très rapides, mais qui avaient vraiment un toucher de balle pourri. Et tu sentais qu'en Première Ligue, tu sentais qu'ils détruisaient tout en Championship parce qu'ils étaient rapides, ils étaient puissants et tout ça. Mais quand ils arrivaient en Première Ligue, ils avaient un bon contrôle, hein. C'est des joueurs pros, mais il y avait le truc où il leur manquait un petit truc, tu vois. Et du coup, en Première Ligue, même si c'est pas grand chose, hein, t'as un tout petit peu raté ton contrôle, il est pas orienté exactement au bon endroit, ou c'est pas exactement ton toucher de balle, il est un petit peu trop loin de toi. En Championship, ça passe parce que t'as plus de temps et tout, mais en Première Ligue, ça se voit tout de suite et t'as l'impression, du coup, ça donne vraiment l'impression du mec qui a un mauvais. T'as l'impression que c'est toi, par exemple, quand tu joues au foot. Ou moi non, parce que j'ai un bon toucher de balle. Mais mais donc voilà. Mais par contre. Ouais, vas-y. Pardon. Non, je dis juste que il a le mérite de faire des appels non-stop, de faire des appels et des appels et des appels. Je trouve qu'on le trouve pas assez, mais ça a le mérite de dérouter un peu les adversaires, de les déstructurer. Et en plus, il y va physique. Alors, il gagne pas toujours sa bataille, mais voilà, il faut les épuiser, ces défenseurs, ne serait-ce que pour libérer Saka ou pour libérer ensuite les remplaçants qui rentreront en cours de match. Et d'ailleurs, sur le corner sur lequel on marque, c'est le défenseur qui la dégage en corner. Et en même temps, Morato, je crois qu'il s'appelait. Et en même temps, Gyökeres lui met un coup d'épaule dans la tempe. Le mec se retrouve au sol, il est trop mal. Et ensuite, on a le corner. Et c'est ce mec-là qui galère à sauter pour aider Gabriel. Donc il y a quelque chose de physique. Et d'ailleurs, globalement, dans le match, j'ai l'impression qu'on a perdu tellement de temps de jeu à cause des joueurs de Fulham qui étaient au sol. Et pourtant, à leur défense, ils ne le faisaient pas semblant. Ils se sont fait démonter physiquement. Kearney qui était au sol. Enfin, là, ce mec-là, c'est-à-dire que j'ai vu plein de fois une équipe qui se disait mais putain, mais on se fait éclater physiquement. Et j'avais pas l'habitude de voir une équipe d'Arsenal qui est un peu l'équipe bully qui casse tout le monde, quoi. Donc ça fait bizarre. Je ne suis pas encore totalement habitué. Non, mais attends, je suis désolé, mais ça fait quand même un moment. Mais je dis dans les règles, hein.
Oui, mais là, il y a vraiment, oui, je sais, ça fait genre depuis 2023-24 qu'on se dit quand tu les vois dans le tunnel avant l'entrée, tu te dis putain, ils sont imposants physiquement. Mais là, il y a vraiment un côté guerrier froid, Ouais, oui. genre vous allez vous casser les dents, quoi. Non, mais Avec Gyökeres en plus, je veux dire. oui, oui. Mais c'est vrai qu'il y avait, ça fait parce que tu vois, tu peux pas dominer la possession et dominer les duels comme ça et camper dans le camp de l'adversaire sans être physiquement très fort et c'est comme ça que tu t'empêches les joueurs de sortir de leur surface et tout aussi. Mais c'est vrai que, disons que ça se voit plus maintenant avec Gyökeres. Et, Ouais, il y a un et petit moi, côté viking guerrier quand même. mais après, au-delà de ça, j'ai trouvé que c'était aussi encourageant. Parce que moi, je trouve depuis qu'il est là, il a toujours fait des bons appels. Ça, c'était vraiment. S'il y a un truc de positif qu'on peut dire, c'est qu'il a toujours fait les appels. C'est ce qu'on voulait en fait. C'est qu'il il fait vraiment des très très bons appels. Il est rarement il est jamais hors jeu, je crois. Euh, et en fait, ces appels, c'est vrai qu'il a pas encore il a pas trop marqué, mais ces appels, je pense qu'on se rend pas compte à quel point ça libère des espaces pour les autres joueurs. Et je trouve que là, en plus, je crois qu'il a eu quoi, deux opportunités, vraiment pas mal. Saka qu'il avait trouvé. Euh, et ses tirs étaient pas non plus. Il y a eu le tir où. Je crois qu'il c'est un tir en première mi-temps. Il y a eu un tir du gauche à un moment. Il y a un tir où il y a un rebond et c'est Martinelli qui la met aussi sur le gardien. Et moi, je trouvais que c'était encourageant parce que c'était pas un tir. C'était pas un tir comme aussi précis qu'un tir à la Cristiano Ronaldo, par exemple, mais c'était pas mal. Et en fait, aussi, ce qu'on réalise pas, c'est que je pense que dans le championnat portugais, il avait peut-être 10 opportunités par match. Et il tirait énormément et il en mettait peut-être 2. Tu vois? Là, il a quoi? 2-3 opportunités par match. Donc on est là, mais il les a pas mises. Mais en fait, je pense que ça n'a jamais été un joueur qui a une opportunité, un but comme Van Persie. C'est plus un. Pas pour le comparer, mais c'est plus un. Je me rappelle Drogba, qui était un excellent joueur. Qui avait, et je me rappelle, il avait énormément de tirs. Avant d'en mettre un, il avait beaucoup de tirs. Et c'est pas une critique, hein, tu as des joueurs comme ça. Mais enfin, j'exagère énormément, mais voilà, peut-être aussi, il faut qu'il retrouve un peu. Il a besoin peut-être de retrouver un peu confiance. Il aurait besoin d'un but. Et après, parce que les attaquants, souvent, c'est comme ça. Hein. Il leur faut pas grand-chose. Parfois, ils font tout bien, mais il y a le petit truc qui fait que ils arrivent pas à trouver les filets. Et parce que ils ont très peu de temps, tu vois. Et c'est le truc le plus dur au football, c'est le finish. Et parfois, ça se joue vraiment à très très peu de choses. C'est quasiment intangible et ça se joue peut-être aussi à la confiance. Il manque un tout petit peu de confiance et il aurait besoin d'un but pour se débloquer. Mais c'est quand même encourageant. Et puis même, de toute façon, au-delà de tout ça, ce qu'il apporte, il n'a pas marqué, mais tout ce qu'il a apporté dans ce match, c'est quand même... C'est pas rien non plus. Bon, après, voilà, on essaye de trouver les points positifs comme on peut. On aimerait Ouais, on bien parle quand même d'un attaquant de pointe dans la phase 4-5 du process d'Arsenal. Donc, ouais, mais après, on faut en pas attend oublier que plus. il a jamais joué. Il a jamais joué en première ligue. Il a joué en Championship. Il a joué à Brighton, mais il a jamais joué en première ligue. Ça fait quoi Bon, qu'il est Arsenal, ça fait un moment, mais qu'il a commencé, que la ligue a commencé, ça fait. On est au 8e match, 9e match, je sais plus. Un moment, je me rappelle Dennis Bergkamp, les 8 premiers matchs, il a pas marqué. Thierry Henry, pareil, je crois. Je sais pas si c'est 8, 10, je me rappelle plus. Mais il me semble que ces deux joueurs-là, ils sont arrivés et les 8-10 premiers matchs, ils sont pas marqués. Donc il faut lui laisser. Pour l'instant, il est encore dans la zone, il a du temps, où il a du crédit. Et après, moi, je me donne enfin, je nous donne jusqu'à Noël. Tu vois, à Verts aussi, On c'était pareil. va lui écrire, on va lui dire. Moi, je vais écrire au Père Noël et je vais lui demander qu'il donne 15 buts à du Gyökeres pour la deuxième moitié de saison. Ok. Voilà. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Non, mais j'ai pas de critique à part ça, hein, vraiment. Vraiment, Non, mais je suis encore. on n'est pas obligé d'avoir une critique. Hein. Non, non, mais Moi, après, oui, c'est notre attaquant. Il a mis que entre guillemets 3 buts, mais c'est le meilleur buteur ex aequo avec Trossard, Saka et Martinelli, je crois. Toutes compétitions confondues.
Ouais, après, de toute façon, on le sait que ça doit être tellement dur le job d'attaquant de pointe dans cette équipe d'Arteta parce qu'on ne crée pas énormément d'occasions. Donc, ce qu'ils ont souvent fait, les Havertz et les Jesus et même Merino, c'est d'être beaucoup plus investis dans l'entrejeu et de beaucoup moins jouer comme des attaquants. Donc, tout d'un coup, on a besoin que notre attaquant joue comme un attaquant. On a un système qui n'est pas totalement fait pour eux. On leur demande un peu de s'adapter à moitié, de se retrouver à mi-chemin. Ouais, ça doit vraiment pas être facile pour lui. Après, ce côté, le toucher de balle, le toucher de balle un peu roturier. Ça, écoute, peut-être que quand il commencera à placer des tirs dans le coin du petit filet à l'intérieur, on n'en parlera plus. Donc là, tant qu'il arrive à avoir des tirs et tant qu'il arrive à faire des appels et à monopoliser des défenseurs, c'est un début, mais va falloir progresser. En tout cas, il y a un joueur qui pourrait jouer numéro 9, qui joue d'ailleurs, on ne sait pas quelle position sur ce terrain, mais officiellement, apparemment, il serait arrière-gauche. C'est Riccardo Calafiori. Quand même, je le vois, encore une fois, je l'ai vu dériver sur l'aile droite avec Timber. Je l'ai vu en position d'attaquant de pointe pour recevoir la magnifique touchée de balle de Trossard pour un magnifique finish de Calafiori en pleine lucarne qui a été refusé pour hors-jeu. Hein. Il était bien hors-jeu. Voilà, Calafiori, juste un petit mot rapide quand même pour dire que ce mec l'année dernière, il n'était pas de se blesser. On s'est demandé si on avait payé beaucoup d'argent pour un joueur qui allait être souvent blessé ou qui allait pas forcément performer et qui allait redisparaître. Et là, on se retrouve avec un joker, quoi. C'est-à-dire que le mec, il arrive à la fois à être partout et à pas se faire exposer dans ses lacunes défensives et dans l'espace qu'il libère derrière. Je trouve ça... Et puis en plus, il y a un côté un peu imprévisible qui fait que ça me redonne un peu goût à cette équipe. Donc ça et d'autres éléments de cette saison. Mais quand je trouve que cette équipe peut être parfois très chiante à regarder, et l'année dernière particulièrement, là d'avoir ce mec-là qui tout d'un coup apparaît à droite, à gauche, crée un peu d'imprévisibilité. En plus, bon, ne nous cachons pas qu'il est plutôt beau gosse, qu'il a une bonne dégaine. C'est assez kiffant de le voir. Et Miles Lewis Kelly serait arrière-gauche titulaire dans la plupart des autres équipes de ce championnat. Et là, on n'en parle même pas parce que voilà, on lui dit bon, Miles, il faudra que tu te développes. En attendant, on a un monstre. Bah, ça, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que je pense que t'as un petit crush sur Calafiori. T'aimes bien en parler. Hein. C'est vrai qu'il est beau gosse. Hein. Faut pas le. Faut Bah pas voilà se- ce que faut je vais pas le demander au cacher. Père Noël, le maillot avec son nom. Et voilà. Moi, je vais demander Martinelli. Enfin, tu vas enfin le faire. Ça fait 4 ans que tu le dis. Ouais, bah, je vais le faire. Quand il mettra le but en finale de la Champions League, je le mettrai sur mon maillot. Putain. Calafiori. Bah, t'as tout dit, mais en fait, on l'a dit ça l'autre fois. Tout ça. Mais on peut le redire, mais c'est vrai que. Part du principe qu'on n'a jamais rien dit. D'accord. Mais si on n'a jamais rien dit. Mais alors, est-ce que j'ai plus de mémoire? J'ai tout oublié. Voilà. J'ai oublié toutes mes mémoires d'Arsenal. Juste Il le y a match juste contre les éléments importants pour l'analyse qui restent. Voilà. D'accord. Comme ils disent là, je déteste cette expression-là. Oh, regardez son aura. Enfin, c'est en anglais. So much aura. Ah, ça c'est ça me saoule. la Gen Z qui a ramené Oui, ça. oui, ça. c'est parce que je comprends pas cette mode. C'est pour ça. Mais oui, voilà, il a une aura. Il a une aura d'italien 1990s. Non, très fort. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais quel finisseur, quoi. Pourquoi Franchement. Ah oui, le but refusé. Franchement, incroyable. Dans les 30 dernières minutes, tu veux reposer Gyökeres, essaye Calafiori devant et Miles Lewis Kelly en arrière-gauche. Pourquoi pas? Enfin, tu vois, le mec peut tirer des deux pieds. Ouais, parce qu'au mais non, mais je pense- dernier pod, on a dit qu'il tire tout le temps du droit. Là, ce finish, il est du gauche. Hein. Non, mais je pense qu'il fait aussi que ça marche, c'est que c'est un peu, il arrive de la position de derrière gauche et c'est un peu imprévisible. Il se met dans une bonne position. Ouais. C'est Comme un avec peu, Merino quand il est milieu et qu'il arrive dans la c'est un peu surface. inattendu. Non, mais alors, le but refusé déjà, le long ballon de Timber. Ouais. Trossard, première intention, c'est ça, hein, première intention, Ouais. centre. Finish incroyable de Calafiori. En plus, je me rappelle quand je l'avais vu, j'étais là. Même sur le ralenti, enfin ça dépend de l'angle. Au début, j'étais là, mais c'est hors jeu ça.
Mais bon, c'était hors jeu. C'est vraiment dommage parce que incroyable. Après, ça te met un peu le ton aussi. T'es là, genre, ok. Là, les Fulham, ils se disent, ok. Bon, là. C'est à la 13e, 14e minute, ça calme l'adversaire, ouais. Bah, surtout qu'ils étaient un peu dominants. Ils n'étaient pas encore à 11 derrière le ballon. Et je pense après, ils se sont dit, bon, les gars, on a attaqué. Harry Wilson a fait un tir ou deux. C'est bon, là. On arrête les conneries. On descend. Moi, j'espère juste. Encore une fois, je touche du bois. Non, mais je vais jinxer si je dis ça. Je vais pas jinxer. ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit de jinxer. Non, mais ouais, incroyable, ce joueur. Et en fait, on était un peu douteux. Enfin, en 2024-25, quand il se blessait souvent et que même s'il était à chaque fois qu'il était là, il était bon. Mais on se disait, ouais, il a dépensé 40 millions pour lui et Merino. Qu'il a Fury, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'encore un défenseur enfin voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas pu dépenser pour un attaquant, etc. Parce que là, il se blesse tout le temps. Mais du coup, on l'a dépensé pour un attaquant. Après, ah ouais. Non, mais tu vois, il y avait un peu ce truc de. Je crois qu'il y en a même qui disaient, de ce que j'entendais dans d'autres podcasts, etc., que est-ce que ce serait peut-être pas plus mal de le vendre, tu vois, parce qu'il est souvent blessé, etc. Et là, je pense qu'on voit qu'en fait, je pense que c'est Arteta qui le voulait, qui a eu la vision, qui a vu ce joueur, il s'est dit, lui, ça va être. Il est spécial. Ah ouais. Moi, j'ai dit. Lui, il faut qu'il participe. Et moi, je crois que quand c'était son tir du droit là, qui était sur le poteau, je me suis dit, lui, il pourrait être ballon d'or, tu vois. Genre un ballon d'or comme on n'a pas vu depuis longtemps. Tu vois, pas un ballon d'or genre, ok, c'est Messi ou Ronaldo qui a mis 100 buts, tu vois, ok. Parce qu'il est attaquant mais qui défend pas. Mais tu sais, c'est rare les ballons d'or. Quand tu as un ballon d'or défenseur et qui est ballon d'or parce qu'il a mis plein de buts, là, c'est vraiment. Parce qu'il y a eu des ballons d'or défenseurs, je me rappelle, je crois que le dernier, c'était peut-être Fabio Cannavaro. Déjà, c'est impressionnant quand c'est un défenseur qui est. Mais là, il y a eu Hakimi sur la shortlist parce que arrière droit qui met plein de buts, donc c'est assez similaire. Ouais, c'est vrai. Bah, tu vois, du coup, je pense qu'il n'est pas encore au niveau d'Hakimi. Oui, ça, au niveau du. Ouais. Mais c'est du niveau. Il a que 22 ans. Hein, ouais. Et après, pour faire une comparaison, tu regardes Trent Alexander-Arnold à 22 ans. Moi, je suis pas sûr qu'il avait le même. Il avait déjà beaucoup d'impact, mais il avait peut-être pas le même rendu, quoi. Et ouais, pour moi, c'est ce niveau-là, mais même encore différent, parce que je pense qu'il y a un truc en plus qu'il a pas, qu'il peut le faire un peu, il peut tout seul un peu produire quelque chose, j'ai l'impression. À voir. Hein. Peut-être que ça va être lui et Saka, tu vois, qui vont être les joueurs qui vont vraiment driver l'équipe quand on en a besoin, quand l'équipe est pas forcément au top. Donc voilà. En tout cas, il fait partie d'une ligne arrière qui est quand même phénoménale et qui pour l'instant nous... Alors, j'exagère quand je dis que la ligne arrière est quand même responsable de notre position dans la Ligue parce que Arsenal est une équipe incroyable en défense, mais ça inclut toute l'équipe en fait, parce que toute l'équipe défend. Alors là, évidemment, quand tu vois Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, c'est ok, peut-être que c'est là, on est sur un vrai niveau de ligne arrière, mais je trouve qu'il y a un travail défensif qui est hyper rodé, où chacun, à la fois dans le pressing, chacun sait ce qu'il a à faire. Donc notre défense est en train de... Franchement, si on gagne la Ligue, je sens que ce sera... on regardera la saison en se disant, bon, vraiment, notre défense a vraiment fait la différence. Là, on a, bon, comme je disais, ça fait 2 matchs d'affilée que l'adversaire n'a pas mis un tir cadré. On a concédé, en dehors des coups de pied arrêtés, on a concédé qu'un seul but en 11 matchs, donc dans le jeu. Qu'un seul but dans le jeu en 11 matchs, c'est celui de Haaland. Donc, tu vois, c'est contre Manchester City quand même. Je trouve que là aussi, même les fins de match, comme on disait, on les gère hyper bien. Moi, je me souviens vraiment de matchs où si tu menais 1-0, tu te faisais canarder, dominer par l'adversaire, quel qu'il soit. Là, on était à l'extérieur à Fulham, maîtrise totale de la fin de match. Oui, certes, en tant que en tant que fan d'Arsenal, j'ai toujours le petit stress de... Mais pourtant, quand tu regardes vraiment froidement, on n'était jamais vraiment inquiété après le but. Une fois qu'il y avait le but, c'était plutôt réglé, quoi. Peut-être aussi que on a tellement maintenant la réputation d'équipe qui n'encaisse pas que l'adversaire n'est...
psychologiquement va faire moins d'efforts, un peu comme ce que tu disais des adversaires qui jouaient contre City dans les hautes années de City, où dès le début du match c'était un peu bon, ça c'est un match un peu pour rien, on va pas faire le même effort, alors que quand ils se retrouvaient contre nous, ils décuplaient de motivation, ils décuplaient leur motivation. Et là c'est un peu pareil qu'Arsenal, c'est un peu bon, bah c'est épuisant quand même quand tu te butes à une défense comme ça pendant 58 minutes et puis que tu encaisses 1-0. Tu t'es pas en train de te dire on va trop y arriver, surtout que Fulham avait pas mal de blessures. Mais voilà, au moins, je disais, je ne sais pas si Arteta a encore prouvé qu'il s'est coaché un flow offensif, une vraie construction offensive. Par contre, défensivement, au sens général de défense, c'est-à-dire que toute l'équipe en incluant le pressing, tout le travail hors ballon est hallucinant. Et puis même, quand tu as la balle, comment tu te structures dans ta construction de jeu pour neutraliser au plus vite les contre-attaques et aussi avec les joueurs pour. Donc je trouve qu'on a plus les game changers de la défense que les game changers de l'attaque. Oui, c'est sûr pour l'instant. On va pas revenir sur le débat d'Arteta, mais c'est vrai qu'il y a un truc psychologique, c'est clair, parce que je pense que en fait, les autres joueurs, ils sont pas bêtes, ils le voient. Ils ont déjà joué contre Arsenal. Il y a eu d'autres matchs où ils voient on est une défense c'est très très difficile de jouer contre nous. C'est chiant, je pense, pour les joueurs. Et à un moment, ils se disent, mais même si tu vois, il reste du temps, il reste 20 minutes, machin, ils essayent, mais ils voient qu'ils peinent déjà à essayer d'arriver dans notre dernier 30 mètres. À avoir la balle, même tout court. À avoir la balle. Et ils se disent, franchement, et en fait, non, en fait, on va jamais marquer, quoi. Inconsciemment ou même consciemment, ils se disent, on va jamais marquer, et c'est terrible. Mais c'est extrêmement décourageant. Mais comme c'est décourageant, tu te dis bah non, mais on va pas y arriver, et tu te décourages encore plus. Et voilà. Et donc du coup, t'as quelque chose de presque d'inévitable dans ta tête. Tu te dis c'est inévitable en fait ils vont gagner, c'est inévitable et on va jamais réussir à marquer. Et c'est vrai que City, ils avaient un peu cet effet sur les équipes, ils gardaient tellement le ballon tout le temps, et puis surtout au 23-24 quand on avait besoin qu'ils perdent, tu sentais que les équipes elles abandonnaient tout de suite, quoi. Puis bon là c'était différent, t'avais le facteur fin de saison où ils avaient plus rien à jouer et ils se disaient bah tant pis, hein, on les laisse gagner, moi j'ai autre chose à faire que de courir, je suis sur la plage. Non mais je suis encore amer à cause de la fin de saison 23-24 où dès que je regardais un match de City contre équipe, tu sentais que comme par hasard quand c'était contre nous ils étaient à fond. Je pense à Fulham d'ailleurs, quand ils avaient joué à Fulham une fois et nous on avait perdu, et Fulham c'était fin de saison, tu vois, et tu sentais vraiment, ils avaient gagné 4-0 je crois City, et tu sentais vraiment que les joueurs ils essayaient même pas, quoi. Et là ça m'avait fait rager, mais je me dis c'est bien si on a cet effet dès maintenant, c'est pas mal, quoi. Je voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, mais puisque tu es sur le sujet, Unai Emery qui met son équipe B dans la même saison quand il joue contre City. Mais on va pas parler de ces trucs-là. Non mais ça, Unai Emery, de toute façon c'est le karma, hein. Il voit bien avec Aston Villa là. Je parlais de Unai Emery de Aston Villa, hein, qui met l'équipe B d'Aston Villa quand il joue contre City, alors que c'est eux qui nous ont battus 2-0 dans cette course au titre. Alors que quand ils jouent contre nous, en plus ils avaient un match d'Europa League important, et il met quand même sa meilleure équipe contre nous. Non, mais après, c'est tant mieux pour eux, tant mieux pour Aston Villa, tant mieux pour Unai Emery. En fait, c'était ça c'était plus important que l'Europa League, c'était de nous battre. Il n'y a pas de trophée à battre Arsenal, à empêcher Arsenal d'avoir le titre. Il n'y a rien. Personne ne se souviendra, tout le monde s'en fout. Mais bon, c'est ça leur. De toute façon, ce sera leur meilleur succès. C'était le meilleur succès qu'ils auront. Là, ils vont sombrer. Donc, tant pis pour eux. Mais bon, on s'est égaré. Qui tu penses seront, peut-être au pluriel, les challengers de cette course au titre? Déjà, est-ce qu'Arsenal sera challenger de cette course au titre? Bah, moi, je pense Arsenal sera challenger. Ok. Qui sont les qui sont l'autre ou les autres? Alors pour moi, à mon avis, c'est mon instinct, c'est mon gut feeling, comme on dit en anglais. En évitant le recency bias, l'analyse biaisée par les événements récents. De ce que j'ai vu pour l'instant, Liverpool, je peux pas dire. En fait, Liverpool, je pense que quand même, si, ce sera un challenger. Même là, ils ont 4 défaites d'affilée, enfin 3 défaites en Ligue d'affilée.
Mais quand même, à mon avis, ce sera un challenger. On peut pas non plus les écarter maintenant. Mais pour moi, ce sera plus que Liverpool, ce sera Manchester City. Beaucoup plus. Et après les autres, ça reste à voir, mais je pense pas qu'il y en aura d'autres plus sérieux que Manchester City et Liverpool, mais surtout Manchester City. Bournemouth, Crystal Palace, ils sont pas mal. Mais je pense pas que... Je sais pas s'ils ont l'effectif pour challenger vraiment. L'effectif, je veux dire la profondeur d'équipe, parce qu'ils ont en premier 11, ils ont une excellente équipe. Tottenham, à mon avis, ils sont quand même bons, hein, en étant totalement objectifs. Pour moi, ils sont vraiment bons. Ils peuvent être vraiment bons cette saison, mais ils sont un peu trop irréguliers encore. Chelsea aussi, je pense. Donc pour moi, c'est ça. Et attention, à Manchester United, pour moi, ils vont peut-être challenger pour le top 4. Hein. Manchester United sont seulement 2 points derrière Liverpool. Oh là là. Ouais, Manchester United, fou, hein. Attention, parce que on sait pas trop ce qui peut se passer avec eux. Hein. Donc attention, pas trop se moquer encore. Mais on peut se moquer tant qu'on veut, hein, tant qu'on peut. Mais... Donc, moi, j'ai l'impression que... surtout City. C'est bizarre parce que j'aurais envie de dire pareil, mais j'ai l'impression que peut-être dans la même manière que nous, on est trop dépendants des buts sur corner, eux, ils sont trop dépendants des buts de Haaland. Et ils sont aussi... Je trouve que les équipes arrivent à se créer pas mal d'occasions contre eux. Donc, peut-être qu'en effet, Haaland peut avoir une saison où il met 65 buts et il gagne la Ligue à lui tout seul. C'est faisable. D'ailleurs, je trouve qu'il a développé même des qualités dans le jeu autres que juste finish. Il est vraiment très très chaud. Mais j'ai l'impression que leurs défauts à City, peut-être à plus long terme, seront peut-être plus exposés. Liverpool aussi dans leur défense. Par contre, si Liverpool il commence à vraiment faire bien jouer tout leur talent là, je me demande si à plus long terme, on va pas se rendre compte que Liverpool est beaucoup plus dangereux. Bref, pour l'instant, c'est Arsenal qui a un peu la main et qui est un peu favori pour l'instant, qui est d'ailleurs favori, pas que un peu. Et j'ai un peu peur des deux, en fait. J'ai un peu peur des deux. Et j'espère que ça va le faire. C'est stressant. Rien que de penser à le nombre de 30 matchs. Il reste 30 matchs. D'ailleurs, rappelle-toi, un moment, là, en début de saison, on était 5 points derrière Liverpool. Et on se disait, là, si on perd et que Liverpool gagne, je sais plus quel match c'était, on sera 8 points derrière eux. Et hop, tu fais quelques semaines après, on est 4 points devant eux et 3 points devant City. Donc, tu vois, les choses peuvent tourner tellement vite en 2-3 semaines que, évidemment, je peux même pas me dire, ça y est, je pense qu'on va être champion, tu vois, mais ça se trouve, on reparle dans un mois et en fait, tout est dark et Liverpool sont devant, et Liverpool et City sont devant. Enfin, les choses changent tellement souvent qu'après 8 matchs, c'est tellement dur de savoir. Mais voilà, faire un petit état des lieux de nos feelings et on pourra le faire au fil des matchs. Et d'ailleurs, en attendant, pour se reposer de la Première Ligue, on a le match contre l'Atlético qui arrive. Donc, je te propose qu'on se reparle après le match contre l'Atlético, en espérant que nos dispos nous permettent de le faire un peu plus vite après le match, parce que tu vois, on peut avoir la conscience professionnelle d'attendre que tous les matchs se terminent, mais je pense que ça inclut que mardi et mercredi, du coup. Non, mais en Champions League, c'est pas pareil. Là, en Première Ligue, ce qui est bien, c'est qu'après, on peut rigoler de la défaite de Tottenham et de Liverpool. En Champions League, en plus, c'est un peu boring, tu vois. C'est un peu en Champions League, on peut aussi rigoler de la défaite de Liverpool et Tottenham. Ouais, mais je me dis que c'est un peu la phase de groupe où c'est pas du tout les mêmes enjeux. Il y a moins d'enjeux, ouais. C'est relou quand même, mais non, on peut le faire après le match là. Mais en plus, Atlético Madrid là, ça va être, c'est glamorous. C'est un match un peu, c'est glamour, c'est comment dire, c'est un gros match. J'ai envie de mettre cette musique de Haram Ball là. Pour ceux qui connaissent, il y a des comment on dit en français, réels. Des réels. J'ai l'impression d'être un boomer là ce soir. C'est aussi TikTok, ouais, c'est ça. C'est aussi YouTube. C'est considéré comme c'est le clash deux entraîneurs qui défendent et qui marquent sur coup de pied arrêté. Enfin, c'est plus une réputation. Mais je trouve c'est marrant. Moi, je trouve ça drôle que ça soit Arteta. Je vais juste rapidement dire. Alors, pour clarifier, Arteta n'est pas un Pokémon parce que ma mère a écouté le podcast et elle pensait que je parlais d'un Pokémon. Mais d'ailleurs, il n'y a pas de Pokémon qui s'appelle Arteta, mais en effet, non, ça ressemble à un nom de Pokémon. Oui,
Mais il y en a un qui s'appelle Tétard ou Petit Tétard ou un truc comme ça. Tartare, l'évolution, ou je sais pas quoi. Et en fait, et ma mère, elle avait noté tous les trucs un peu drôles que j'avais dit sur Dragon Ball Z et tout ça. Elle a dit, à un moment, tu parles d'un Pokémon, Tétard, Tartare, Tétard. Artétard. Voilà, elle pensait Et en fait, il y a Tétard. Tétart, le Pokémon, c'est Tétart. Ouais, voilà. Et elle pensait que c'était ça, en fait. Et je disais Artétard, j'en sais un tétard. J'ai dit non, c'est l'entraîneur d'Arsenal. C'est vrai qu'Arteta, c'est marrant comme nom quand on y pense. Ouais, c'est vrai qu'on dirait, parce que tu sais, les noms des Pokémon, on les a en français, ils ont été traduits dans différentes langues. Et donc, il faut les adapter pour avoir le jeu de mots de la référence du Pokémon à chaque fois. Tu vois, Tétart, parce que c'est une tête et un tétard. Enfin, je sais pas, tu vois, j'en sais rien. Mais donc, en fait, Arteta, on dirait un nom de Pokémon espagnol, en effet. Bon, voilà. Ouais. Donc, tu lui diras merci pour ses retours constructifs Ouais, pour ça notre marche. podcast. Et bon, voilà. Ciao, les petits Gunners. Bah, on n'a pas rigolé de Tottenham et Liverpool. Non, mais ça fait plaisir. En fait, c'est le genre de week-end que ça faisait longtemps que j'avais pas eu des bons week-ends comme ça. On en a eu un l'autre fois là, quand Liverpool. C'est bien de le noter, ouais. Il faut profiter parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on a encore un week-end génial. Moi, j'espérais, tu vois, c'est rare que je sois pour Manchester United, mais là, tu vois, quand c'était à Anfield et je me suis dit, allez, allez, on sait jamais. Et là, en plus, c'est génial parce que ils gagnaient tout le temps à la dernière minute. Ouais, Liverpool, c'est le signe des champions, ils gagnent à la dernière minute. En plus, ils ont encore égalisé tardivement, là. Ouais, ils ont égalisé tardivement, mais ils se prennent un but encore plus tard, comme contre Chelsea, tard, comme contre Crystal Palace. Et là, et en plus, c'est Harry Maguire. Si vous voulez regarder des trucs drôles sur Instagram, les réels, Harry Maguire de l'époque 22-23, c'est trop drôle parce que c'est tout le temps, il y a une espèce de voix de mec qui fait Harry Maguire et après il y a la musique de Coolio, Gangsta's Paradise. Bon, je sais pas le faire, mais il y a la musique comme ça et c'est trop drôle. Et ouais, c'est un peu un mème de se prendre un but de Harry Maguire comme ça à la fin. Il a développé un petit talent pour sortir des buts importants à la dernière minute ces derniers mois. En tout cas. Mais il est pas si nul, mais bon, ça c'est une autre conversation. Et Tottenham qui perd contre Aston Villa chez eux. Ouais, mais ça fait toujours plaisir. Ils ont eu plein d'occasions, Tottenham. Quand j'ai pas vu le match. C'était 1-0. C'est incroyable. C'était 1-0 pour eux d'ailleurs, pour Tottenham. Mais en plus, autant Aston Villa, voilà, je les aime pas. Et les saisons d'avant, j'avais vraiment pas envie qu'ils gagnent parce que tu vois, ils étaient presque menaçants, hein, 23-24. Ils étaient ils challengeaient quasiment pour le titre, pas tout à fait, mais là cette saison, je sais qu'ils vont être milieu de tableau, tu vois, au mieux. Donc en fait, c'est pas grave, tu vois, qu'ils aient une petite victoire, c'est contre Tottenham qui eux au contraire sont un peu, j'ai l'impression un peu meilleurs que la saison dernière, donc on sait jamais. Donc c'est bien qu'ils gagnent ce match-là. Et après, on sait qu'ils vont être nuls, donc c'est pas grave. On peut leur donner cette victoire. Tottenham Aston Villa, on sera toujours pour Aston Villa. Bien sûr, mais faut quand même pas oublier que Aston Villa, c'est quand même récemment, hein, c'est parce qu'avant on s'en foutait, mais récemment c'est dur de se dire t'as un match où t'es pour Aston Villa. Autant Manchester United, Chelsea, Martinez et Emery. Ouais, Chelsea, Manchester United, ça fait tellement longtemps qu'ils sont nuls que à la limite c'est devenu normal presque d'être pour eux dans certains matchs parce que ça nous arrange, tu vois, contre Liverpool, etc. Je m'y habitue, mais Aston Villa, tu vois, c'est encore un peu. Mais voilà, c'est Tottenham. En anglais, on dit unnecessary evil. Voilà. On devrait avoir cette petite section, la chronique du hater, et à chaque fois c'est toi qui lead. Parce qu'en fait, t'es tellement un hater, toi, comme supporter, que je trouve que c'est bien d'avoir 3-4 minutes la chronique du hater sur les autres résultats. Tu détestes encore moi, plus moi, je suis moins un hater que toi. Ouais, non. Non, moi, je suis un hater pour je suis quand même un hater, mais je suis plus un hater traditionnel de Chelsea United que des autres. Ouais, t'as pas. Mais moi, j'ai pas oublié Chelsea United, mais c'est vrai que là, je t'avoue que si Manchester United commence à être bon, je t'avoue que ça va vraiment me. Je serais vraiment pas bien. Chelsea aussi, là, ouais, vraiment. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut profiter qu'il soit nul. Faut pas oublier avant, quand il y avait Ferguson, quand il y avait Mourinho et tout. Quand il y avait Conte à Chelsea.
Donc, ouais. Putain, quand c'est du hating, on t'arrête plus, hein. Ouais, mais. Non, mais ça fait. Attends, c'est normal, t'es pour Arsenal. C'est ça qui est marrant aussi, c'est que tu vois ton équipe qui gagne et après tu peux profiter tranquille de voir des équipes rivales perdre. C'est ça qui est marrant. Ça c'est sûr que c'est dans l'ordre. Tu t'assieds sur Attends, ton canapé et t'es genre, ok, go, quoi. tu crois que les supporters de l'OM ils sont pas trop contents de voir des matchs du PSG quand ils perdent? Quand ils perdaient en Champions League tout le temps, lamentablement à l'époque. Attends, c'est normal. Bon, voilà, hein. T'as fini le hating, c'est bon? Ouais, c'est bon, j'ai fini. Bon, bah. C'est Ciao voilà, les. tu as évacué. C'est Ouais, un voilà, c'est ça, exutoire. exactement. Cette fois c'est bon. Allez, ciao les petits gunners. Ciao les petits Gunners.